Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. En tout cas, moi, ravi d'être l'animateur de cette table ronde, première table ronde du premier RegTech Day, donc la première initiative. Donc moi, je représente Dassault Systèmes, une marque qui s'appelle Outscale, et j'ai donc la chance de pouvoir parler de comment la data et l'IA contribuent à transformer les fonctions de contrôle dans le monde bancaire. Donc, pour ce faire, je suis accompagné de 5 experts dans leur domaine, donc, que je vais nommer, puisque ce serait trop long que si je passais la parole à chacun. Donc, je vais les nommer. Donc, Léa Deleris, qui est Head of Risk AI Research Group BNP. Juste dire bonjour pour qu'on te... Voilà. Bonjour. June Khan, qui est Lead Data Scientist Finance Dassault marque Outscale. Bonjour. Jérôme Fischer, donc inspecteur général au sein de la Banque Postale. Bonjour. Aldric Zappellini, CDO et directeur du Data Lab Groupe Crédit Agricole. Bonjour. Et Rémi Siroli, Head of Strategic Management Control Groupe Crédit Agricole également. Bonjour à tous. Voilà, donc ravi d'avoir ces trois grosses institutions financières, comme le disait en introduction tout à l'heure. C'est important de pouvoir avoir des synergies et de pouvoir discuter entre les différentes institutions. Donc on voit là cette pluralité. Je les remercie. Et donc nous allons essayer de répondre à cette question au travers de trois grandes étapes. Donc la première, définir un état des lieux, en tout cas le dresser, lister un petit peu les souhaits, une sorte de wish list par rapport aux technologies qu'on a déjà évoquées tout à l'heure, et notamment tout ce qui est intelligence artificielle. Et le troisième point qui est quand même très important, c'est comment on aborde les défis, puisqu'il y a un certain nombre de défis au travers de ces technologies. Et donc pour commencer, donc je demande à Jérôme Fischer de pouvoir nous dresser un état des lieux sur les évolutions des fonctions de contrôle dans les banques. Bien, alors je voudrais d'abord préciser que je suis le seul sur l'estrade à ne rien connaître aux bases de données et aux algorithmes. Ceci dit, ça fait quand même plus de 15 ans que je suis convaincu qu'en tous les cas sur les bases de données, on a énormément de choses à faire et avoir fait en sorte que mes équipes aient les moyens de traiter ces sujets. Et à peu près 7 ou 8 ans qu'on s'est lancé dans tout ce qui est, on va dire, algorithme. Alors, ces sujets de bases de données et d'algorithmes ne sont pas très nouveaux. Des bases de données, on en a utilisé dans la banque depuis toujours, par exemple pour le scoring sur les crédits consommation. Et quand je suis arrivé à l'inspection générale du groupe Crédit Agricole en 2010, il y avait déjà depuis 4 ou 5 ans une base de données industrielle qui permettait à l'inspection générale d'aller depuis l'agrégat bancaire jusqu'au dossier individuel sur l'essentiel des activités de banque de détail. Bon. Puis si on parle des algorithmes, je voudrais quand même rappeler que le premier traité sur les algorithmes, il doit dater du 9e siècle. C'est un savant qui s'appelle Perse, qui s'appelle Al-Khwarizmi, qui a aussi fait le premier traité sur l'algèbre, donc je pense qu'il n'aurait pas dépareillé l'Assemblée. Donc c'est des très vieux sujets. Bon, en revanche, ces dernières années, il y a des choses qui ont considérablement changé. D'abord, Alban l'a mentionné, un besoin de données qui est devenu colossal. Pour rebondir sur son intervention, une banque comme la Banque Postale produit à peu près pas loin d'1 millier de reporting réglementaires par an pour ses superviseurs. Bon. Ensuite, je pense que les dirigeants des banques ont pris conscience qu'il y a une vraie matière, une vraie plus-value. Bon. On ne pourrait pas traiter évidemment ces sujets sans d'abord des capacités machines sans commune mesure avec ce qu'on connaissait il y a 40 ans. Je pense que les iPhones qu'on a tous dans nos poches aujourd'hui sont bien plus puissants que les PC qu'on avait que j'avais en tous les cas dans mon cas il y a 40 ans sur mon bureau. Et puis surtout, la vraie révolution, c'est la fin des années 80, le Macintosh, c'est-à-dire en fait la possibilité pour des non-informaticiens d'accéder à l'informatique. Il y a 40 ans, pour faire tourner un PC, il fallait être informaticien. Et donc aujourd'hui, le développement de ces outils permet à peu près à n'importe qui de le faire. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle. Il y en a dans la salle qui ont traité avec Watson, je le sais, il y a 7 ou 8 ans. C'était des projets qui coûtaient plusieurs millions d'euros et qui duraient des années. Aujourd'hui, avec GPT, n'importe quelle personne peut faire fonctionner l'intelligence artificielle. Donc ça change absolument tout. Voilà. Alors dans le cas, pour conclure sur les fonctions de contrôle et en particulier l'inspection, les audits, on va dire qu'il y a 20 ans, pour prendre l'exemple que va traiter beaucoup plus en détail Rémi plus tard, quand on regardait, on va dire, le domaine des entrées en relation, c'est-à-dire de l'ouverture des comptes par les clients et tous les documents qu'il fallait fournir,
Bon, allez, on va dire qu'un bon inspecteur, Nicolas, ou une centaine de dossiers pendant une mission maximum, hein, voilà. Et alors, un bon inspecteur disait, il y en a 40 qui sont en défaut et il y en a 60 qui sont bons. Un mauvais inspecteur disait, il y a 40% qui n'est pas bon. Après, on a appris à faire des échantillons et là, on s'est aperçu qu'il fallait faire beaucoup plus pour avoir un échantillon représentatif. Et aujourd'hui, avec les outils dont parlera Rémi, une mission peut, alors dans notre cas, traiter 30 000 clients dans la nuit. Bon, alors, on est un peu frustré parce qu'on préférait en faire 300 000, mais 30 000 clients, vous voyez qu'immédiatement, on va directement sur les anomalies et les causes racines. Et on a une cartographie complète. Et là, je pense qu'on en parlera avec Rémi aussi un peu plus tard, ça change complètement, parce que est-ce que ces outils de contrôle sont vraiment des outils de contrôle de l'audit, ou en fait, est-ce que ça ne doit pas devenir des outils de pilotage du management? Et à ce moment-là, ça transforme complètement les fonctions de contrôle et l'audit en particulier. Merci Jérôme pour cet état des lieux. Moi, je voulais passer la parole à Jiwon maintenant pour qu'elle puisse nous donner sa vision technique en tant que data scientist sur l'évolution, sur l'intégration finalement de l'IA dans ces fonctions de contrôle. Oui, alors, comme a dit Jérôme, le rôle des données et de l'IA a considérablement évolué au cours des 10-15 dernières années et aujourd'hui, cette évolution s'est encore plus accélérée avec le dernier développement des Large Language Models. Je pense que vous avez tous entendu parler de GPT, l'ALMA, Mistral, etc. L'exploitation des données et des technologies de l'IA est déjà devenue un sujet central pour améliorer la productivité grâce à l'automatisation des contrôles, des processus de contrôle et aussi pour renforcer l'efficacité dans la détection des risques. Je pense que dans les fonctions de contrôle, l'enjeu central est d'exploiter correctement les données opérationnelles internes de l'entreprise, mais aussi les données externes qui viennent des sources variées. En fait, pour cela, sources variées, et puis qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec l'IA face à ça? Je vais prendre un exemple, par exemple, dans le secteur des fonds d'investissement. Notamment, un de nos clients a récemment souligné comme quoi plus de la moitié des anomalies détectées dans les contrôles des fonds sont dues à des données incorrectes. Donc, ça montre que c'est toujours un véritable pain point pour les entreprises, améliorer la qualité et la fiabilité des données avant de les utiliser dans les contrôles. Donc, pour faire face à ces exigences, je pense que les fonctions des contrôles ont déjà intégré les compétences avancées en analyse de données. Et puis, tu vois nombreux projets innovants de data science et de l'IA qui sont déjà au service de l'audit. Donc, tu peux citer par exemple la reconnaissance des caractères optiques pour traiter les données scannées, et la détection de la fraude grâce à des modèles non supervisés ou des réseaux de graphes. Et puis, le text mining pour analyser les réclamations ou pour automatiser ou pour industrialiser les fonctions récurrentes. Et voilà, du coup, et puis je peux ajouter aussi, l'IA est capable de récupérer des données très importantes à partir des sources non structurées. Parce que traiter les données non structurées, c'est un autre challenge aussi. Merci Jiwon. Léa, il faut qu'on aille vite puisqu'on n'a que 45 minutes. Mais, Léa, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme vision également côté BNP? Oui, alors du coup, moi je suis côté risque et côté compliance en fait. J'ai étendu. Et ce qui se passe en ce moment dans l'IA, dans les fonctions de contrôle, en fait, ça se situe, puisqu'on fera la wishlist plus tard, ça se situe vraiment dans la détection sur les transactions. Ça a été mentionné par Jiyoung sur la fraude. Sur la fraude, évidemment, on peut faire beaucoup de... On a la capacité à avoir une approche plus souple que les règles, donc qui s'associent aux règles pour aller chercher les cas un petit peu, on va dire, pernicieux. Et de la même manière, et beaucoup plus, en fait, dans une certaine mesure, tout ce qui est le blanchiment d'argent, c'est un domaine où l'intelligence artificielle va aider à mieux détecter, et surtout en ce moment, ça aide à mieux prioriser les alertes, parce qu'on a énormément d'alertes, on sait qu'on a énormément de faux positifs, et dedans, en fait, on peut essayer de mieux caractériser et mettre un peu plus en attente ceux qui sont en priorité basse et peut-être escalader plus rapidement ceux qui sont en priorité haute. Enfin, il y a aussi le domaine du crédit. Alors, dans le domaine du crédit, on a des modèles depuis très longtemps, ça a été mentionné, le scoring.
Et en fait, il y a aussi, en termes de risque et de contrôle, on doit suivre, une fois qu'on a donné un crédit, il y a tout le monitoring de crédit. C'est là que l'accès aux données structurées sur les clients, avec les transactions pour le retail, sur les bilans financiers pour les corporates, peuvent vraiment aider. Et puis plus récemment, la capacité à traiter le texte et les news nous aide aussi à ajouter cette dimension plus floue, enfin plus qualitative à notre monitoring des corporates. Merci Léa. Juste pour finir cette première partie, Rémi, la vision du Crédit Agricole, un peu pour complémenter les propos de Jérôme. Oui, alors je vais prolonger très rapidement sur le cas d'usage que tu mentionnais, Jérôme, parce que contrairement à ce que mon titre indique, donc moi aujourd'hui je suis responsable des budgets, qui est une dimension très importante pour l'IA, mais en fait je sors de plus de 5 ans à l'inspection générale où j'ai, on va dire, géré cette transformation digitale dans la continuité de ce qui a été fait. Le cas d'usage, quand on s'est posé la question duquel parler, en fait je me suis retourné sur ce qu'on fait en interne. Et pour donner une photo d'ensemble, le groupe a été décrit tout à l'heure, je ne vais pas le redécrire, mais on est 1200 auditeurs. Il y a 200 personnes qui sont très aware sur tout ce qui est data, IA, etc. Et j'ai regardé notre GitHub interne, notre dictionnaire interne de cas d'usage en production utilisé, on en a plus de 120. Donc j'avais l'embarras du choix. Et en fait, j'ai choisi de prendre le tout premier qui est le plus parlant, ou un des tout premiers qui est le plus parlant pour l'ensemble d'entre nous, parce que ceux qui ne sont pas dans l'industrie financière, tout le monde dans la salle a déjà ouvert un compte, et on a tous ce problème-là. Dès qu'on a un réseau de détails, on se pose la question de comment on s'assure de la véracité des pièces justificatives qu'on donne quand on ouvre un compte. Donc là, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure, Jérôme, c'est qu'auparavant, on y allait, coup de carottage de quelques dossiers, alors en fonction du profil des uns et des autres, on arrivait éventuellement à trouver l'aiguille dans la botte de foin. Sauf que c'était vraiment une toute petite aiguille et il y avait toute une grange avec plein de bottes de foin dedans. Donc là, on traite des données non structurées. On va aller prendre une base de documents numérisés, quelle qu'elle soit, dans n'importe quelle banque du groupe. On la traite sur X mois de production, 1 mois, 3 mois, 12 mois, peu importe. Et là, on traite tout. C'est-à-dire qu'on prend ce qui a été numérisé, une carte d'identité nationale, un passeport, la recette des crêpes, peu importe, ce qu'on y trouve, on corrige, on analyse, on fait déjà des pré-traitements, des contrôles automatiques, puisque ces documents sont très structurés, hein, regardez votre carte d'identité nationale, et on en sort des conclusions exhaustives, donc pertinentes, exhaustives, complètes. Donc c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure. Avec ce traitement-là, on a quasiment plus de risque opérationnel sur le contrôle en tant que tel. On le fait de manière exhaustive sur toute une période. Il est évidemment pertinent, donc exhaustivité, pertinence. Et pour finir, on apporte une réassurance à notre gouvernance qui est d'un autre niveau. Quand je vais voir derrière un directeur général et je lui dis, voilà, vous avez tant d'erreurs dans vos entrées en relation, ça se situe exactement à tel endroit, et surtout sur tout le reste, on ne trouve rien d'autre. On ne trouve rien d'autre, il a beaucoup plus de sens que quand on faisait du carottage. C'est qu'on n'a réellement rien trouvé et que le dispositif est pertinent. Donc vous voyez, on n'est pas que dans du simple gain de productivité, c'est qu'on apporte une autre vision et une autre dimension en fait dans ces contrôles. Merci Rémi. Deuxième partie, les souhaits. Donc on fait un petit bilan, un petit état des lieux. Maintenant, les avancées technologiques, on l'a vu avec notamment la GenAI, apportent de nouvelles opportunités. Et donc, le but entre nous, c'est de faire un petit peu une wish list. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait proposer en fait pour faire évoluer les fonctions de contrôle? Et donc, je vais commencer par June, avec sa vision toujours data scientist de c'est quoi la GenAI et quels sont les cas d'usage que tu gères aujourd'hui chez Dassault? Alors, c'est quoi IA générative? En fait, très très rapidement, je pense que vous pouvez déjà imaginer, mais IA générative, c'est un type d'IA capable de créer de nouveaux contenus et des idées, notamment des conversations, des histoires, des vidéos, des images ou de la musique. En fait, en travaillant sur les sujets d'innovation, je trouve qu'il y a des demandes aux besoins qui reviennent assez fréquemment. Et tu vois, il y a des demandes qui pourraient bénéficier de derniers développements en IA générative.
Donc, je prendrai 12 exemples de projets IA génératifs, notamment sur lesquels je travaille actuellement avec mon équipe. Donc, le premier projet, c'est la veille réglementaire. En fait, la veille réglementaire, à l'aide des solutions IA, est de plus en plus demandée, notamment dans des secteurs fortement réglementés, comme l'assurance, la finance et les fonds d'investissement. Par exemple, la réglementation financière devient de plus en plus complexe et évolue constamment. Du coup, en plus, il y a une multitude de directives nationales, européennes, internationales, et ça rend difficile de les suivre et de se conformer à toutes ces lois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? En fait, l'IA peut permettre d'automatiser la surveillance de ce flux constant d'informations, mais aussi de détecter rapidement les nouvelles lois ou les modifications apportées aux réglementations existantes. Et tu prends rapidement l'exemple du deuxième projet, c'est la génération des rapports précontractuels et périodiques qui sont exigés par la réglementation financière qui s'appelle SFDR. En fait, les régulateurs exigent ces documents pour assurer la transparence et pour vérifier si les fonds respectent bien ces engagements en matière de performance, de risque et de la conformité. Voilà, donc, et puis, quand je comprends en fait qu'est-ce qui se passe exactement côté métier, la rédaction de ces rapports implique souvent les tâches assez répétitives comme la collecte, l'organisation et la mise en forme des données qui viennent de sources très variées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? C'est en fait l'IA peut permettre d'automatiser ces tâches répétitives et chronophages, mais aussi elle peut être programmée pour vérifier automatiquement si ces rapports sont conformes à des réglementations, mais aussi en s'adaptant rapidement aux changements législatifs. Merci, June. Léa, côté BNP, c'est quoi la liste des souhaits? Alors, moi j'en ai beaucoup, hein. Je ne vais pas tout. Risque en fait, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit sur la veille réglementaire. Je pense que c'est quelque chose qui augmente. Enfin, il y a une inflation, ça a été mentionné précédemment. Et aussi, comme c'est quelque chose qui demande ensuite une expertise spécifique selon le domaine, c'est quelque chose qui rapidement s'étiole, c'est pas exactement, mais est dispersé au sein des organisations. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire à l'intelligence artificielle, par ce qui a été décrit, pour mieux suivre la réglementation, peut aussi permettre de centraliser une partie, donc un peu d'efficacité opérationnelle, et de donner aux experts les textes sur lesquels ils sont vraiment experts, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas perdre du temps à trier et à savoir si c'est pertinent ou pas. Au-delà de ça, ça permet, ça a été mentionné, de mieux comprendre les modifications, parce qu'on sait que les textes évoluent et ce n'est pas toujours facile de voir le delta, même si c'est présenté, et donc de le comprendre, de voir aussi les différences quand on est exposé à des réglementations dans plusieurs pays. Ça peut être utile de comprendre les différences entre les deux pour pouvoir mieux comprendre comment on va l'implémenter finalement. Donc moi, je pense qu'il y a énormément sur ce côté, et de la même manière, une fois qu'on a compris les réglementations, on peut voir dans quelle mesure, parce qu'on a des cadres internes de procédures et de contrôle qui sont là pour s'assurer que tout va bien. Et globalement, ça marche bien. Mais peut-être qu'ils sont pas gourmands, mais peut-être qu'on pourrait les optimiser, puisqu'on sait qu'on a énormément de contrôle, on sait qu'il y a des duplications de contrôle ou des choses qui sont très proches, qui sont faites plusieurs fois, des endroits différents. Mais c'est impossible, et ça va être de plus en plus impossible, de s'en rendre compte si on n'a pas une capacité à regarder tous nos contrôles, regarder toutes nos procédures, regarder toutes les contraintes réglementaires et essayer de les cartographier et de les mettre en regard. Et si on arrive à faire ça c'est vraiment mon rêve de manière... on va pouvoir mieux avoir une stratégie finalement de refonte et de progression qui, à mon avis, sera plus large et plus optimale. Donc ça, c'est vraiment mon rêve, avec le fait qu'on ait un meilleur advisory pour mieux expliquer ça au reste, ceux qui ne sont pas dans les fonctions de contrôle, qui ont quand même du mal à parfois comprendre, le rendre beaucoup plus accessible. Et puis automatiser les contrôles, c'est mon dernier rêve, mais je ne vais pas en parler. Merci Léa pour tous ces rêves. Aldric, je n'ai pas encore donné la parole, donc c'est le moment. J'aimerais savoir quelle est ta vision au sein du groupe Crédit Agricole en tant que CDO et Data Lab Director sur cette liste de souhaits, ce que vous faites en fait. Okay. Bon, maintenant que j'ai la parole, je la lâche plus. Moi, je voudrais faire un pas de côté, en fait. Je voudrais faire la jonction entre un exemple qu'a donné Rémi,
qui s'appelle du contrôle documentaire, alors, en l'occurrence qui se fait avec de l'IA. Et puis le nuage de mots que vous avez vu au début. Pour la première fois, peut-être, on a les moyens, en termes d'arsenal technologique, d'un formidable challenge de conception pour les fonctions de contrôle. Ces moyens-là doivent nous permettre finalement de concilier des choses qui, jusqu'ici, pouvaient paraître un peu contradictoires. C'est finalement une grande satisfaction client, une fluidité de l'expérience client, une bonne productivité, et puis une conformité bonne également. Alors, si on prend l'exemple de Rémi sur les justificatifs d'entrée en relation, pour moi, en fait, la bonne solution, c'est de même pas les demander, les justificatifs d'entrée en relation. Je m'explique. Si vous arrivez par une technologie à relier à une identité numérique, éventuellement régalienne, ces justificatifs, vous n'avez pas à les demander au client. C'est un avantage pour lui. C'est aussi un avantage pour vous, puisque de toute façon, ça sera conforme dès l'origine et qu'il n'y aura pas besoin d'exercer des contrôles additionnels sur ces éléments de justification. Si je transpose ça pour que vous vous rendiez bien compte en tant que client, parce que vous êtes probablement tous clients de banque, octroi de crédit à la consommation, si en fait, grâce à l'open banking, on est capable d'aller analyser la solvabilité et de justifier qu'on l'a fait, je pense quand même aux fonctions de contrôle, ça veut dire qu'on ne vous demande pas des justificatifs, genre les 3 derniers bulletins de salaire. Pour info, dans les banques, on demande parfois ces justificatifs-là à des clients qui domicilient leur salaire depuis 10 ans chez nous. Voilà. Et puis on est surtout en capacité d'aller beaucoup plus vite dans la réponse qu'on va donner aux clients. Donc c'est un double avantage, triple avantage aussi, plus productif. Et puis effectivement, ça permet de recentrer les fonctions de contrôle sur des choses où c'est peut-être plus complexe d'aller détecter une non-conformité. Deuxième exemple, qui fait écho à ce que dit Rémi, il y a des cas où effectivement on ne peut pas avoir, on va dire, ces éléments de justification nativement sous forme de data. C'est là où l'IA peut nous aider. Si le client remet un justificatif, un PDF, par exemple, un avis d'imposition, etc., eh bien on peut très bien déporter finalement la première ligne de contrôle dans le parcours client, donc par exemple avec la possibilité de déposer ces justificatifs sur une interface digitale, de guider cette dépose de justificatif et de, dès l'origine, dire au client si le justificatif est bon ou pas par rapport à ce qui est attendu. Ce que ça provoque, c'est quoi? C'est, mettons que vous fassiez un crédit habitat, quand même un moment un petit peu anxiogène, un crédit immobilier, vous en faites pas souvent dans votre vie. Ce qui énerve a priori le client, c'est de dire j'ai envoyé mon dossier ou j'ai remis le justificatif à un conseiller, une semaine après, il y a quelqu'un qui m'appelle pour dire c'est pas le bon. Ok, très bien, et je me remets dans le truc, je lui renvoie le bon justificatif. Et puis peut-être qu'une semaine après, si le premier contrôle qui a été fait n'a pas été exhaustif sur le dossier, il y a encore un justificatif qui manque. Si vous déportez en fait cette ligne de contrôle dès l'entrée dans le parcours digital, en fait, vous n'avez plus ça. Vous rassurez le client, vous êtes plus efficace pour donner la décision d'octroi, vous êtes plus efficace en front office, en back office, moins de contrôle. On préfère qu'un conseiller rassure un client sur son crédit immobilier, la garantie, l'assurance emprunteur, plutôt qu'il passe son temps à contrôler le justificatif. Et puis, dans les lignes de contrôle, vous avez asséché le gisement de non-conformité. Donc là aussi, vous pouvez repositionner votre fonction de contrôle grâce à ça. Merci Aldric. Pour finir cette partie, je passe la parole à Rémi et Jérôme pour qu'ils nous donnent un peu leur vision de souhait au sens plutôt métier, même si on l'a un peu vu avec Aldric. Donc je vous laisse vraiment finir cette première partie tous les deux. Oui, alors en tant que responsable métier, je rebondis là sur ce que dit Aldric. On a ce besoin de déployer un maximum l'IA prédictive et l'IA générative, ce qui fait aussi écho à ce que disait Léa. L'IA générative peut nous aider pour mieux comprendre et mieux se repositionner, là, c'était la conclusion d'Aldric sur des nouveaux contrôles et mieux appréhender en fait l'ensemble de la réglementation. Là, aujourd'hui, un cerveau humain ne peut plus digérer toutes les réglementations auxquelles on est soumise. Et sur le reste des IA dont on a déjà parlé, c'est vraiment aller au bout du sujet. Alors évidemment, idéalement, c'est la conformité native dont on parlait à l'instant, mais il y a aussi des étapes intermédiaires. Là, dans la salle, je vois qu'il y a des responsables de deuxième ligne de défense. Moi, je parle du point de vue de la troisième ligne, mais c'est l'ensemble du corps de contrôle. Et en fait, c'est comme un saumon qui remonte le torrent, là, ces contrôles. En fait, il faut qu'on les, progressivement, qu'on les fasse remonter
jusqu'au business tout simplement. Et donc là, typiquement, pour moi, idéalement, c'est tout ce qu'on est en train de faire, c'est un succès sur ces déploiements de cas d'usage, c'est de non seulement finir en conformité native éventuellement, mais c'est dépasser aux deuxième ligne de défense. Léa, tu es plutôt sur la conformité et les risques. Voilà, moi, quand je considère qu'un outil fonctionne bien sur l'inspection générale, un succès, c'est de le passer aux deuxième ligne de défense. Donc ça, c'est la première perspective, c'est d'aller au bout de la logique et de continuer à déployer tout ça. Si on fait un petit pas de côté, on a un deuxième enjeu qui est de sécuriser tous ces éléments, donc notre propre manière de les utiliser, mais surtout, on n'oublie pas qu'en dehors des corps de contrôle, il y a tous les autres business de la banque qui se modernisent aussi, qui imaginent un certain nombre de choses. Et donc, c'est aussi une nouvelle matière qu'on doit contrôler et qu'on doit sécuriser pour la banque. Très rapidement, on peut avoir des données qui se baladent dans la nature si on fait n'importe quoi sur ces sujets-là. Très rapidement, on peut avoir on va dire des malfaçons dans les modèles. Je ne vais pas reciter ce que disait Alban sur l'IA Act et toutes les réglementations sur le sujet. Et donc voilà, on a un deuxième enjeu dont on a peu parlé, mais qui est un peu ce nouveau champ de contrôle qu'on doit mettre en place. Qu'on parlera dans la dernière partie. Jérôme, juste... Bon, je pense que je vais faire que paraphraser mes voisins, parce qu'on a tous un peu les mêmes wishlists. Clairement, quand on a développé cet outil, par exemple, sur la connaissance client, on l'a fait dès le départ avec l'idée que ça deviendrait, dans un premier temps, peut-être pour le contrôle permanent, mais même directement pour le management. Voilà. Et là, avec l'idée que ça nous ferait évoluer, qu'ensuite, on aurait juste à auditer si les algorithmes fonctionnent et si surtout les managers utilisent l'outil et en tirent les conséquences. C'est ça qui est important. Bon, puis un deuxième vœu, qui est un projet qui est évidemment en cours, je pense, un peu partout. Bon, on vous a parlé de ces réglementations à n'en plus finir. Une mission moyenne qui part, ça doit être quelques gigaoctets de documents. Donc d'utiliser ces techniques pour permettre aux inspecteurs de gagner du temps dans la compréhension de tout ce qu'il y a dans ces documents et pas passer des heures carrées à souvent mal comprendre les choses d'ailleurs. Voilà. Okay. Merci pour cette deuxième partie. Donc troisième partie pour finir, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, les défis. Donc on a parlé de l'histoire, de l'état des lieux, des souhaits, avec l'accélération technologique et notamment autour de l'IA. Les défis, pour finir la table ronde, et les obstacles qui se dressent aujourd'hui devant nous. Et donc peut-être pour commencer, donner la parole à June et Léa, avec votre vision un peu plus IA, sur quels sont, selon vous, les grands défis et les grands obstacles à surseoir qui sont devant nous. June, si tu veux commencer. Oui. Alors, en fait, nous sommes vraiment confrontés actuellement à deux défis majeurs pour réussir les projets IA. Le premier défi, c'est la conformité à AI Act, ça a été déjà mentionné, et puis la fiabilité des résultats IA. Tout d'abord, concernant la conformité à AI Act, nous sommes plus ou moins en fait de définition sur ce qui est en système IA ou en modèle IA et d'analyse des risques de ces dernières. Sachant que les technologies IA s'améliorent et évoluent couramment, constamment, ça peut être difficile pour les entreprises de maintenir leur système conforme à des réglementations qui sont elles aussi susceptibles d'évoluer à mesure que l'IA progresse. Donc c'est un défi pour les entreprises qui utilisent ou qui proposent des solutions IA. Un autre défi qui se présente assez souvent, c'est que l'IA ne garantit pas un résultat fiable à 100%, même s'il existe des méthodes pour minimiser les erreurs. En fait, les systèmes IA peuvent fonctionner parfaitement dans des conditions contrôlées, mais en réalité, les situations réelles sont très souvent imprévisibles et dynamiques. Donc, face à tout ça, les systèmes IA doivent gérer des incertitudes considérables. Donc, ça, c'est vraiment du point de vue d'une data scientist. Je pense qu'il faut du coup continuer à investir dans les projets R&D avancés pour une amélioration et une évolution continue. Merci Dieu. Léa? Oui, alors du coup,
moi, je pense que j'ai 3 défis qui me viennent en tête. C'est le côté data, la mise en production et l'accompagnement du changement. Et qui font écho à ce que Ji-Young vient de dire, c'est-à-dire que, alors, sur la data, on le sait, c'est mentionné, la qualité de données est un problème, que ce soit pour de l'IA ou pas. Mais finalement, sur les données structurées, les bases de données, on a des systèmes qui sont aussi performants qu'ils peuvent l'être en ce moment, mais on a quand même des choses. Là où je me fais plus de soucis avec les Generative AI, c'est surtout ce qui est l'aspect documentaire. Il y a des domaines, notamment dans le retail, où les pièces sont bien archivées, organisées, mais dans les institutions financières, il y a plein d'autres domaines où on génère des rapports, des documentations sur des modèles, où tout ça est fait de manière assez fluide, ce qui est bien, mais ce qui va nous poser un problème finalement quand on va vouloir utiliser la Generative AI, des systèmes de Generative AI dessus, puisqu'en fait, il va falloir aller chercher partout, et ça, c'est compliqué, c'est pas compliqué que technologiquement, c'est compliqué pour des questions d'accès, d'anonymisation, de données personnelles. S'il faut aller chercher dans les emails de tout le monde et voir qui a envoyé quoi pour pouvoir récupérer les... Donc il y a un effort, il y a un investissement à faire dans tout ce qui est knowledge management, qui nous sera utile de toute façon, puisque pour des points de vue de conformité aussi, mieux on est organisé, mieux c'est. Mais c'est un effort, comme il y a 5 ans, on a fait un effort sur les données pour le machine learning, maintenant il faut faire cet effort de knowledge management. Et c'est quelque chose qui est coûteux, fastidieux, donc c'est pas dans l'air du temps. Le deuxième, donc, c'est la mise en production. C'est des systèmes. La modélisation est difficile, mais finalement, c'est pas le plus compliqué dans la réalisation pour aller jusqu'à la valeur. Et vous le savez, c'est la difficulté, c'est de le mettre en production, c'est de mettre le modèle connecté aux bonnes données, d'avoir la bonne interface, la bonne façon de l'insérer dans les systèmes existants pour que l'utilisateur puisse ne pas avoir à ouvrir plusieurs outils pour pouvoir l'utiliser, parce que sinon ils ne vont pas l'utiliser. Et ça vient à mon 3e point, qui est l'accompagnement du changement. Évidemment, il faut accompagner le changement, il y a du training, mais il faut aussi, et c'est là où il va falloir éduquer tout le monde sur la Generative AI, éduquer tout le monde sur le fait que les résultats ne sont pas 100% fiables. Donc il y a un système global d'acculturation, et pour chaque cas d'usage, naturellement, ça va quand même changer la façon dont les gens fonctionnent. Petit à petit, le métier va évoluer. On leur dit, mais là, ça aide et ça fait gagner du temps. Oui, c'est vrai, mais justement, il faut voir comment ça s'insère dans la durée. Ce n'est pas juste un patch qu'on fait, c'est une évolution. Et ça demande aussi des investissements et des capacités que n'ont pas les data scientists. Enfin, ça, on va au-delà du technique, largement au-delà du technique, et donc il faut aussi les bonnes personnes pour accompagner ce changement. Des choses qu'on ne voit pas nécessairement, qui sont peut-être moins évidentes. Merci pour ces éclaircissements. Aldric, tu n'avais pas la parole, je te la redonne pour finir cette 3e partie. J'ai 12 minutes pour finir. Et tu as 3-4 minutes pour finir. Okay. En fait, pour moi, c'est des défis qui se répondent les uns les autres. Alors évidemment, celui qui brûle les lèvres, c'est le défi réglementaire. Mais au-delà de ce défi réglementaire, pour moi, il y a un vrai défi d'adoption. C'est un défi humain, bien entendu. Depuis quelques mois, évidemment, il est question d'IA générative, mais on n'a pas découvert l'IA en novembre 2022. On en fait depuis des années et on voit que ce n'est pas forcément parce qu'on a imaginé un beau système d'IA qui a l'air performant et on s'imagine que tout le monde va l'utiliser, que cet usage-là perdure. Et donc, il y a clairement un défi d'adoption, un défi d'animation, un défi d'accompagnement du changement. Il ne faut jamais l'oublier parce que parfois, on a un peu tendance dans des approches trop technocentrées à se dire que c'est l'alpha et l'oméga et que ça va traiter tous les problèmes qu'on peut avoir dans une entreprise. Deuxième défi, je vais plutôt l'appeler maîtrise. Il recouvre la réglementation, mais quand on dit réglementaire, souvent c'est un peu la notion de subi, de contrainte. En fait, la première des exigences qu'on doit avoir vis-à-vis des banques, mais plus globalement de toutes les entreprises qui utilisent ça, c'est le défi de la responsabilité, de la compréhension de ce qu'on fait et de ce que ça provoque. Et donc, depuis des années, même avant qu'il soit question de l'AI Act, ce qu'on essaie quand même de mettre en place, c'est de se dire il faut savoir pourquoi on utilise de l'IA, est-ce que c'est justifié ou pas. Donc il y a clairement en fait une dimension d'analyse du besoin et de réponse aux besoins. Il ne faut jamais l'oublier.
Parce que depuis quelques mois, avec l'IA générative, on a quand même eu parfois, avec cette ouverture très large, tendance à se dire, voilà, on met la technologie au centre, et puis après, en gros, c'est un peu les solutions à la recherche des problèmes, on essaie de voir tout ce qui peut se greffer sur un GPT ou autre. Je pense qu'il ne faut pas renoncer quand même à avoir cette compréhension du besoin et à mobiliser le bon panel technologique après, qui peut être de la data, de l'IA générative, mais enfin ça se fait après avoir compris ce dont il est question. Et après, en matière d'impact, alors, la réglementation IAC là, va nous imposer effectivement d'être assez précis sur un certain nombre de domaines d'impact. Ce que je retiens, moi, c'est surtout l'idée de se dire qu'avant même qu'on ait cette contrainte-là, de toute façon, il fallait qu'on, sur nos systèmes d'IA, on évalue la qualité des données, on regarde s'il y a des biais ou s'il n'y en a pas, on évalue les performances. Ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on regarde aussi quel impact environnemental ça peut avoir, quel impact sur nos collaborateurs, qu'est-ce que ça change dans les modalités du travail. Et en fait, ce que j'appelle le défi de la maîtrise et de la responsabilité, c'est ça, c'est d'avoir une appréhension multifactorielle de ce que va provoquer l'intégration d'une technologie comme l'IA dans nos parcours clients, dans nos processus. Et puis, dernier point, et je pense qu'il est important ici, il y a aussi un défi concurrentiel, soyons clairs. C'est-à-dire qu'adopter rapidement en fait, ces technologies, l'adopter en maîtrise, c'est-à-dire être efficace et efficient, c'est aussi être plus compétitif. Et donc, il ne faut jamais oublier ça, c'est vous regardez aussi comment le monde bouge. Et donc voilà tous ces défis qui se répondent aujourd'hui. Merci Aldric. Donc, nous avons tenu le timing. Donc, sur 45 minutes, c'était vraiment pas évident en fait de pouvoir discuter de ces trois sujets. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'IA apporte quand même de nouvelles opportunités avec des défis à surmonter, avec des challenges, des obstacles certainement, enfin on vient de les évoquer, mais voilà, avec une vraie volonté aussi d'accompagner cette transformation des fonctions de contrôle. Et donc les banques qui vont arriver à mitiger tous ces risques et lever ces défis seront peut-être un peu plus performantes dans l'avenir. En tout cas, merci pour ce panel qui était intéressant. Merci au Crédit Agricole, merci Banque Postale et merci BNP.